Ouais, ça. Salut à tous, bienvenue sur la page Facebook d'AutoPlus pour un nouveau live en compagnie aujourd'hui de Jérôme Fombelle, le rédacteur en chef adjoint de la rédaction d'AutoPlus Classique. Salut Jérôme. Salut Géraldine, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, avec Jérôme, on va parler de voitures anciennes et vous allez, cher Jérôme, nous donner toutes les clés pour ne pas se faire piéger à l'achat. Mais avant de débuter, la petite rengaine traditionnelle, c'est celle de vous inviter à liker la communauté pour nous rejoindre, pour être informé des dernières actualités, de profiter bien sûr de nos JT quotidiens, enfin bref, de rallier la communauté AutoPlus. Ça fait toujours plaisir et puis comme ça vous serez aussi informés de nos prochains lives. Le prochain qui sera avec votre acolyte, cher Jérôme, ce sera Pierre-Louis Champeau, mais avec qui on ne parlera pas d'anciennes mais de voitures d'occasion. Alors avant de commencer, moi ce que je vous propose Jérôme, c'est de faire une petite présentation d'AutoPlus Classique parce que je pense que pas mal de nos lecteurs ne connaissent pas forcément cette déclinaison du magazine. Alors AutoPlus Classique, c'est la même chose qu'AutoPlus, mais on ne parle que de voitures anciennes. Donc il y a évidemment majoritairement des essais, avec notamment une rubrique qui est où on passe une semaine avec la voiture, avec une voiture ancienne en général assez atypique, histoire que ce soit un peu plus drôle. Ensuite, on a aussi des sujets pratiques avec comment entretenir votre voiture, quelques réparations, une cote pour les véhicules anciens et des annonces. Très bien. Est-ce que, grosso modo, vous vous interdisez peut-être de traiter certains sujets, certaines autos, parce que, en fait, le credo d'AutoPlus, c'est la voiture populaire? Alors, c'est vrai qu'on est majoritairement sur les voitures populaires, en tout cas les voitures, on va dire, achetables par à peu près tout le monde. Donc, on évite les voitures de prestige, même si on a une rubrique prestige dans laquelle on ne parle pas de prix, puisque là, on se fait juste rêver, tout simplement. Mais majoritairement, effectivement, ce sont des voitures, beaucoup de populaires françaises, évidemment, quelques étrangères, mais des voitures qui vont rarement au-delà de 20 000 euros. Rarement au-delà de 20 000 euros, d'accord. Vous travaillez depuis quand à AutoPlus Classique? Depuis sa création, ça remonte à quand? Alors, c'est en fait un magazine qu'on a créé, nous, ici, au sein d'AutoPlus, en 2011. On a commencé le premier et bon, ça a plutôt bien marché, donc on a continué petit à petit. Au début, trimestriel, donc tous les 3 mois. Aujourd'hui, on est bimestriel, donc on sort tous les 2 mois et 2 hors-série par an aussi. D'accord. Vous êtes combien à la rédaction d'AutoPlus Classique pour qu'on fasse le tour complet des effectifs? Alors, c'est un peu compliqué au niveau de la rédaction, parce qu'on utilise beaucoup de journalistes qui ne sont pas physiquement au journal, à part mon collègue Pierre-Louis qui est aussi à AutoPlus. Mais sinon, on va dire qu'on est en gros 2 rédacteurs permanents, en tout cas, où on fait majoritairement, nous, quasiment tous les essais. En tout cas, on fait le journal, pas tous les 2, mais presque, avec mon chef qui est Olivier Bernis, qui s'occupe de tout ce qui est hors série aussi à AutoPlus. Une petite question, comment vous faites pour trouver toutes les voitures que l'on peut voir dans le journal? C'est beaucoup d'appels à propriétaires? Alors effectivement, trouver les voitures, c'est le plus gros du boulot dans ce métier, puisque c'est pas forcément évident. Et en fait, il y a tellement de clubs et les clubs sont toujours partants. Il y a toujours un propriétaire qui est prêt à nous retrouver pour qu'on aille essayer la voiture, parce que là, c'est pas un constructeur, donc on va pas chez le constructeur récupérer la voiture pour 2-3 jours. On va avec le propriétaire se balader ensemble, on déjeune ensemble, on parle voiture et on fait les photos en même temps. Donc, mais dans l'ensemble, les propriétaires sont plutôt joueurs et grâce au club, en fait, on trouve beaucoup de voitures. Bon, alors, si les propriétaires nous écoutent et qu'ils n'hésitent pas à poster leur candidature, comment ça se passe? On vous envoie un mail et on peut éventuellement proposer son véhicule? C'est ça, effectivement, il y en a pas mal qui nous envoient des mails. Alors, des fois, on les rencontre à l'occasion de Rétromobile, par exemple, mais souvent, effectivement, on reçoit des mails. Et ce qui aussi, ça nous permet des fois de penser à des voitures qu'on a juste oubliées parce que on avait oublié que ce modèle-là existait ou on ne savait pas où le trouver. Et tout d'un coup, en fait, on va la mettre au sommaire parce qu'un lecteur nous l'a proposé. Je rebondis, il y a Seb qui dit mon journal préféré. Donc, vous avez déjà une communauté de fans assez impressionnante, non? C'est bien ça? Enfin, combien il y a de lecteurs, tiens, pour finir sur cette question d'AutoPlus Classique? Alors, les lecteurs exactement, je ne connais pas, mais en gros, on vend, on va dire, un peu plus de 30 000 exemplaires à chaque fois, plus il y a 6 000 abonnés, plus. Donc, vous êtes numéro ancienne? Oui, alors c'est toujours compliqué parce qu'on ne connaît pas le livre de tout le monde et nous, on est tous les 2 mois, d'autres sont tous les mois, mais effectivement, le fait qu'on s'appelle AutoPlus, déjà, porte un peu le numéro, forcément, et puis les voitures auxquelles les lecteurs auxquels on s'adresse, le prix des voitures, et le journal plaît, en fait, ce qui plaît surtout, c'est on essaye, nous, de ne pas se prendre au sérieux, notamment avec Pierre-Louis, on a toujours un match dans chaque numéro, où là, l'idée, c'est de parler des voitures, mais
on veut faire sérieux, c'est-à-dire que quand on a une information sur la voiture, il faut qu'elle soit très sérieuse, mais nous, on veut pas se prendre au sérieux, donc voilà, on essaie de rigoler un peu, et visiblement, en tout cas, nos lecteurs, ça leur plaît. Il y a Régis sur la page Auto Plus Classique Facebook qui nous dit « Je veux bien vous prêter ma R9 TSE ». Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais… Alors, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a des voitures qu'on n'a pas beaucoup fait, R9, R11, toutes ces autos-là, mais petit à petit, plus elles vieillissent, plus elles ont un intérêt pour nous, et pourquoi pas. Les R9, on n'a encore jamais fait, mais voilà, pas aucun véhicule, sauf évidemment les véhicules trop chers ou vraiment trop rares, parce que nous, l'idée aussi, c'est que quand on voit une voiture dans le journal, enfin, moi, le premier, quand je lis un article d'une voiture dans un journal, j'ai qu'une envie, c'est de l'acheter. Et si je m'aperçois qu'elle est pas dans mon budget ou si elle est introuvable, je suis assez frustré. Donc, on essaie de trouver des voitures qui soient achetables. Donc, en termes de tarifs déjà, et surtout qu'on puisse la trouver dans le commerce, en tout cas en occasion. Bon alors, fini les questions sur Auto Plus Classique. Pardon, on y reviendra au fil de la conversation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cher Jérôme, je veux m'acheter une voiture ancienne. Tout bêtement, avant même de tomber dans les pièges ou quoi que ce soit, je vais la chercher où? Est-ce qu'il y a des sites de prédilection sur lesquels je dois me tourner? Alors, évidemment, tout le monde va se tourner en priorité sur Internet. Évidemment, il y a pas mal de sites de voitures d'occasion, ou en tout cas de généralistes. Donc, il y a des sites spécialisés dans le véhicule de collection. Notamment, nous, nos annonces, elles viennent de ancienne.net, enfin qui aujourd'hui, c'est mesanciennes.com. Et donc, nosanciennes.com, pardon. Et donc, ces voitures-là, ces sites-là sont spécialisés, donc on va trouver que des voitures de collection. Après, le problème des voitures qui sont sur les sites, c'est que les bonnes affaires, en général, elles partent dans les 10 minutes, 15 minutes. C'est assez compliqué. Il faut vraiment être, faut vraiment être disponible tout de suite, etc. Après, il y a de plus en plus de professionnels qui se mettent à faire uniquement du véhicule de collection. Donc ça, c'est une piste intéressante parce que en général, ils ont déjà entretenu les voitures ou les ont restaurées, ils les connaissent bien. Donc voilà, c'est un peu plus sécurisant d'acheter une voiture chez un pro. Mais il y a des fois, ce qui est sympa, c'est d'en trouver chez des revendeurs de voitures d'occasion. Par exemple, quelqu'un qui va vendre que de la Clio ou de la Mégane, tout d'un coup, il va avoir repris une Renault 5 en échange d'une autre vente. Et en général, chez lui, la voiture sera vraiment pas chère. Par contre, le problème, c'est que comme avec un particulier, il faut soi-même bien connaître la voiture parce que il faut savoir la diagnostiquer pour être sûr que la voiture est dans bon état. Il y a beaucoup de gens qui viennent de se connecter. Il y a plein d'éloges de partout, donc c'est vraiment super sympa. Je vois Olivier qui dit merci pour vos sympathiques articles, moins anxiogènes que la période actuelle. Voilà, il y a pas mal de personnes qui vous proposent encore des voitures. Bref, on continue sur notre lancée. Donc, mais par contre, si on va chez un professionnel, par exemple, ça veut dire qu'il faut être très au fait de ce qui lui arrive, ou alors lui dire si tu reçois un truc sympa, faut que tu m'appelles. Oui, ça peut. On peut aussi missionner. Il y a des gens dont c'est le métier. On les missionne. On a un tarif, un budget. On leur dit voilà, je veux telle voiture ou tel type de voiture, et lui recherche la voiture en question. Donc ça, c'est une solution. Après, chez les pros, il y a des spécialistes de marque. Après, souvent, ils ont plusieurs voitures, alors ou de l'importation ou pas, mais ils ont plusieurs voitures. Mais bon, voilà, les pros, c'est une des filières, mais c'est vrai que le plus souvent, ça reste du particulier. Il y a évidemment des sites de vente aux enchères. Alors, ce qui est un peu plus compliqué parce que on voit pas la voiture. Et puis surtout faire vraiment une vraie expertise sur une vente aux enchères, c'est compliqué, surtout quand elle est à distance, quand elle est uniquement sur Internet, c'est pas évident. Mais l'essentiel, c'est le particulier. Alors après, il y a au niveau particulier, il y a un truc qui est très bien, c'est les clubs. La plupart des clubs, en général, ils ont une rubrique sur leur forum ou une rubrique dédiée sur leur site, ou avec les annonces. Et là, on a affaire vraiment à un spécialiste. C'est-à-dire que lui, la voiture du club, en général, elle est connue. Le membre du club, sa voiture, il l'a depuis quelques années. Il a fait plusieurs concentrations avec le club. Donc, on peut y aller en confiance parce que si sa voiture est pas bien, les autres membres du club vont lui dire ou de pas la vendre ou de vraiment dire ce qu'il y a sur la voiture. Donc, c'est vrai qu'avec les clubs, ça marche pas mal aussi pour acheter une voiture, et y compris dans le conseil. C'est-à-dire que des fois, on peut s'inscrire à un club juste parce que j'ai envie d'acheter une Renault 4. Eh ben, je vais m'inscrire à un club de Renault 4 le club va m'aider à en trouver une, à bien les connaître, et éventuellement, quand j'irai la voir, éventuellement, quelqu'un viendra avec moi pour justement m'aider à diagnostiquer la voiture. Mais effectivement, ça veut dire que l'on connaît déjà le véhicule que l'on veut acheter. Oui. Il faut l'avoir ciblé d'avance. Alors justement, imaginons, j'ai ciblé une voiture, celle de votre choix. N'importe. Je n'ai pas d'idée précise d'une 205 GTI, tiens, par exemple, Jérôme.
comme ça au passage. Qu'est-ce que je dois regarder en premier quand je vais voir ce véhicule que j'ai trouvé par les canaux qu'on a précédemment annoncés? Alors, la première chose, c'est vraiment de vérifier l'authenticité du véhicule. C'est-à-dire que ça, on peut le demander avant par téléphone ou par email, donc déjà avec les photos, mais aussi soit le numéro de série, si la personne veut bien le donner, ou ne serait-ce que des fois le numéro d'immatriculation. Avec le numéro d'immatriculation, vous allez sur un site de vente de pièces détachées, vous le rentrez, et normalement, lui devrait vous donner, ça marche pas à chaque fois, notamment pour si c'est avant ou après CIV, mais vous pouvez avoir déjà le modèle, si c'est bien, par exemple, une 905 GTI, si c'est bien une Elite 9, si c'est bien une GTI, une Gentry ou autre chose. Après, avec le numéro de série se décode. Donc, vous avez une première partie, le tout début, par exemple, VF3 pour Peugeot, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est une Peugeot. VF1, c'est Renault. VF7, Citroën. Ensuite, vous avez plusieurs caractères qui vont donner le modèle. Donc, sur une 205 GTI, par exemple, si vous prenez une GTI de 89, ça va être 20 CD62. Ça veut dire que c'est une GTI 1,9 litre. Voilà. Vous m'épatez là quand même à connaître par cœur le numéro de série de votre voiture. Oui, c'est des GTI, c'est des voitures que je connais un peu. Et après, il y a le numéro de châssis vraiment du véhicule qui là, lui, définit ses numéros de fabrication en fait. Mais bon, déjà le numéro de série peut vous informer vraiment sur le modèle précis. Ça, vous avez aussi des sites, des VIN décodeurs sur Internet, beaucoup pour les Allemandes notamment, ou les Japonaises, où vous rentrez le numéro de série. Et on va vous dire, ben voilà, elle est fabriquée en telle année, tel mois, elle vient de tel pays, telle usine, voilà, pas mal d'infos qui permet au moins de valider que c'est bien, que la voiture correspond bien au modèle recherché. Ensuite, il faut regarder, l'idéal est d'acheter les catalogues d'époque de l'année de la voiture. Comme ça, vous savez que telle époque, c'est bien la bonne couleur, c'est bien les bonnes options, voilà. En fait, vraiment de pouvoir valider vraiment la voiture et son équipement. Vous avez utilisé des termes qui sont peut-être pas très connus de tout le monde. CIV, VIN, concrètement, vous pouvez les réexpliquer pour les novices? Alors, le VIN, tout simplement, c'est le numéro de série. Comme je vous disais, c'est VF1 ou voilà, VF3, etc. Et le CIV, c'est le nouveau format d'immatriculation. Donc voilà, qu'on a eu depuis quelques années. Donc tous les véhicules anciens ne sont pas forcément avec ce nouveau format, mais en tout cas, ceux qui ont ce nouveau format-là, si vous allez sur un site de vente de pièces détachées, là, vous allez le rentrer et vous verrez le modèle de véhicule. Alors, si on a une plaque avant, ça se passe comment? C'est plus compliqué? Il faut contacter peut-être le constructeur directement? Alors, c'est plus compliqué, même avec la plaque, le constructeur. Non, là, la plaque d'immatriculation ne vous donnera pas grand-chose, en général. Ça peut. Si le véhicule est déjà enregistré, ça peut, mais il y a moins de chances, en tout cas, d'avoir des infos par ce biais d'immatriculation. D'accord. Concrètement, là, ça veut dire que par rapport à un véhicule, on a déjà demandé au propriétaire de nous fournir en amont de notre venue tous ces champs-là, parce que on va pas dire au mec, tiens, attends, donne-moi ta carte grise, 2 minutes, je suis en train de rechercher tout ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on prépare avant sa visite. Oui, déjà souvent sur les annonces sur Internet, certains masquent les plaques d'immatriculation, d'autres non. Donc déjà, il faut profiter de ça. Si la plaque elle est visible, ça permet au moins de valider le modèle là-dessus. Après, si on est vraiment intéressé, souvent une voiture de collection, quand on cherche un modèle précis, la voiture elle n'est pas à 10 km de chez nous. Si elle est à 10 km, il faut y aller. Ok. Si elle est à 200 km, on va demander d'autres photos, on va demander, et là le numéro de série, normalement, le vendeur, lui, s'il a rien à cacher, il n'y a pas de raison qu'il vous le donne pas. On pourra rien faire avec un numéro de série, donc voilà, la voiture existe, il n'y a pas de souci. Après, ça nous permet aussi de demander d'autres choses, c'est qu'il y a, pour valider en fait l'historique d'un véhicule et éventuellement son kilométrage, il y a 2 trucs qu'on peut faire, c'est le vendeur, lui, a le droit de demander à l'UTAC, donc sur le site UTAC OTC, de demander en fait l'historique de ses contrôles techniques. Donc il aura l'historique que des siens depuis qu'il a le véhicule. Par contre, il y aura systématiquement la date et le kilométrage et le numéro d'immatriculation. Ça permet de voir déjà où la voiture a été et savoir son kilométrage, de s'en assurer un peu. Pas toujours évident sur les voitures anciennes, les compteurs font que 5 chiffres, donc les plus de 100 000, c'est compliqué. Deuxième site, c'est Histovec, donc histovec.gouv. Ce site-là, en fait, c'est pareil, c'est sur demande du propriétaire. Et là, ça va vous donner les changements de propriétaire. Combien de fois la voiture a été vendue et à quel nom elle est passée. Ça vous permet de savoir si la voiture a été vendue 10 fois ou seulement 2 fois. Voilà, toujours intéressant. On évite les sites payants, enfin ceux qui nous proposent d'aller farfouiner dans le passé de la voiture en payant. Surtout qu'il y a des sites gratuits qui font la même chose. Donc voilà, histovec.gouv et puis UTAC-OTC, aucune raison d'aller sur les sites payants.
S'il y a un véhicule avec une carte grise collection, est-ce qu'il faut que j'en ai peur, Jérôme? Est-ce que c'est une voiture voilà, sur laquelle je peux plus avoir confiance ou au contraire, voilà, faut que je m'en méfie davantage? Alors en fait, la règle pour la carte grise collection a changé il y a quelques années. Avant, la carte grise collection ne vous autorisait qu'à rouler dans votre département et les départements limitrophes ou l'Île-de-France, pour ceux qui habitent en Île-de-France. Donc c'était assez restrictif. Il fallait, pour aller au-delà, envoyer des carnets. On avait un carnet à souche, il fallait envoyer une demande à chaque préfecture. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la carte grise collection était assez décriée à cause de ça. Donc les voitures qui avaient des cartes grise collection étaient souvent moins chères. Et le contrôle technique était à vie par ailleurs. Là aujourd'hui, le contrôle technique c'est tous les 5 ans au lieu de 2. Donc c'est plutôt un avantage parce qu'une voiture ancienne en général roule très très peu. Je crois que la moyenne on doit être à 200-300 km par an. Hein, c'est énorme, voilà, c'est vraiment très très peu. Des voitures roulent quasiment pas. Donc un contrôle tous les 5 ans suffit. À savoir qu'il est les véhicules d'avant 60, le contrôle technique est à vie. Voilà. Alors à vie ne veut pas dire que vous le faites jamais. Quand vous vendez votre voiture, de toute façon, carte grise collection ou pas, il faut avoir un contrôle technique de moins de 6 mois. Voilà. Même si elle est d'avant 60, la règle ne change pas. Donc, avoir peur, non. Aujourd'hui, non, parce que on n'a plus de limitation kilométrique. On a un contrôle tous les 5 ans. La dépréciation sur le véhicule, on la retrouve quasiment plus. Et surtout, il y a un gros avantage, c'est qu'en fait, il n'y a plus de notion de véhicule gravement accidenté. Voilà. Vous avez un accident demain avec la voiture, jamais on ne vous dira la réparation coûte plus cher que le véhicule. La voiture sera toujours réparable. Voilà. D'accord. Pourquoi? Pour favoriser voilà, c'est un véhicule de collection, il fait partie du patrimoine, donc on va le réparer. Voilà. Même si ça coûte cher, on le réparera quand même. C'est ça, c'est aussi un des avantages qu'on connaît peu, mais un des avantages de la carte grise collection. Alors, j'ai trouvé le véhicule parfait, j'ai analysé tout ce dont vous m'avez parlé, la carte grise, l'authenticité du modèle. Je me rends sur place. L'examen visuel, c'est le premier contact finalement avec le véhicule. Sur quoi je dois m'attarder tout de suite, sachant que le véhicule a peut-être effectivement pas roulé ou peu roulé ces 6 derniers mois. Donc, est-ce qu'il y a des petits détails comme ça qui vont me permettre de juger de l'état de l'auto et savoir si elle a été convenablement entretenue ou pas? Déjà, ce qu'il faut, au-delà de l'entretien, parce qu'en fait, ce qui va coûter quasiment le plus cher, ce sera la carrosserie. Donc, la première chose, on va regarder si la voiture n'a pas été accidentée. Donc ça, on va le voir, il y a des espèces de traces de pinces qui sont sous les bas de caisse, un peu comme si les bas de caisse avaient été serrés dans les étaux, donc il y a des petites croix partout. Bon, voilà, c'est une première chose. Après, on va regarder si la voiture n'a pas été restaurée, en tout cas. On va regarder les alignements de des panneaux de carrosserie, portes, ailes, la différence de couleur, les épaisseurs aussi de peinture. Alors, soit on juge ça comment? Ouais, au jugé ou au touché? Alors, soit au jugé comme ça, soit il y a des appareils qui existent qui coûtent entre 50 et 100 euros qui mesurent en fait, ils sont à résonance magnétique, donc ils mesurent l'épaisseur entre l'appareil et la tôle. Donc ça, évidemment, ça ne fonctionne que sur les véhicules en tôle. C'est un véhicule avec une carrosserie en aluminium, ça ne fonctionnera pas. Mais donc ça permet de juger à la fois s'il y a du mastic et surtout de voir l'épaisseur de peinture. Une peinture trop épaisse, c'est qu'elle a été repeinte. Alors, pas de souci à partir du moment où le vendeur vous le dit. Si le vendeur vous dit la voiture a jamais été accidentée ou jamais été repeinte, et que vous voyez des différences comme ça, il y a un problème, une différence de teinte, c'est qu'il y a un souci. On faut aussi regarder les symétries. Quand vous ouvrez le haillon, par exemple, vous avez des cordons de soudure, ou vous avez des soudures par point ou par cordon. Vous avez aussi de la colle. Vous regardez droite et gauche. S'il y a une différence, c'est qu'il y a une des deux ailes qui a été changée, par exemple. Si c'est la même chose, a priori, ça n'a pas été réparé. A priori. Ensuite, après, il y a tout ce qui est corrosion. Et là, ça devient plus compliqué. Chaque voiture, évidemment, les voitures anciennes sont assez soumis à la corrosion. Donc, il faut vraiment faire attention, mais chaque modèle a ses points faibles. Là encore, les sites des clubs, en général, vont détailler quels sont les points névralgiques de chaque voiture à vérifier en priorité. Il faut faire attention, c'est que juste une boursouflure à l'extérieur, en général, ça cache beaucoup plus grave derrière. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Tout est réparable. C'est juste une question de coût. Il faut juste que le prix d'achat de la voiture corresponde au prix des réparations, ce qui est évidemment difficile. Voilà. Après, ça, c'est vraiment l'état carrosserie, mais surtout, à pas négliger, c'est l'intérieur. Parce que autant la carrosserie, on sait réparer, parce que même si la pièce, l'aile arrière n'existe pas, on découpe, on remplace une tôle, on la forme, un carrossier sait faire. Mais l'intérieur, ça devient plus compliqué puisque les pièces ne sont pas fabriquées, la plupart du temps. Donc, un tableau de bord cassé, un siège déchiré, ça va coûter très cher déjà en main-d'œuvre. Un tissu, à retrouver le tissu d'origine, s'il existe encore,
ça coûte très cher parce qu'il s'achète sur plusieurs mètres. Donc ça, à l'intérieur, vraiment, il faut que la voiture soit complète, qu'elle ait tous ses accessoires, toutes ses pièces. Et surtout, l'intérieur, il faut vraiment qu'il soit en bon état. C'est ce qui va vraiment faire la différence entre la mauvaise affaire, en fait, et la bonne affaire. Parce que la carrosserie, voilà, ça se refait. À l'intérieur, ça se refait pas. Ça se refait très vite. C'est pas forcément signe d'une négligence. Ça veut peut-être dire que la voiture a bien vécu sa vie, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est juste que si jamais c'est des pièces qu'on ne retrouve pas après, voilà, c'est encore une fois, c'est une question de coût. C'est qu'il faut que le prix d'achat corresponde à la voiture avec ses réparations. Voilà, c'est toujours un équilibre. Après, l'entretien moteur, les pneus. Alors les pneus, c'est un peu compliqué parce que les tailles de pneus aujourd'hui ne sont plus trop fabriquées, en tout cas sur les vieilles voitures. Il y a des pneus, par exemple, sur un Citroën Type H, un utilitaire, c'est 300 € le pneu. Aïe. Donc voilà, donc on n'a pas envie de les changer, une voiture qui roule pas. Sauf qu'il faut quand même les changer. Au-delà de 5-6 ans, ça commence à être compliqué, ils se déforment. Donc c'est un vrai budget. Les pneus, c'est un vrai budget sur une voiture ancienne. Et pourtant, c'est quelque chose que beaucoup négligent, puisque les pneus, ils sont vieux, mais pas usés, donc on les laisse. Sauf un vieux pneu, même s'il n'est pas usé, sur la pluie, c'est pas terrible. Ouais. Donc voilà, c'est 2-3 trucs comme ça. Après, l'entretien mécanique, évidemment, il faut que toutes les réparations soient incluses dans le prix d'achat, mais voilà, la mécanique, c'est ce qui est le plus facile à réparer, à réviser. Des freins, c'est pas grave. Voilà, même un moteur à régler ou avec des pièces à changer, ça, c'est pas le plus grave. Donc ça veut dire que si on ouvre le capot moteur et que à l'intérieur c'est Beyrouth, on s'inquiète, mais pas trop. Finalement, c'est le plus simple à réparer. Alors, on s'inquiète, mais pas trop, sauf que ça veut dire que la voiture, en tout cas, le propriétaire était un peu négligent sur l'entretien. Et ça veut dire que vous allez avoir des surprises. Voilà. Ça ne veut pas dire que la voiture est pas bonne. Ça se trouve, vous n'aurez pas de soucis, mais en général, une voiture avec l'entretien négligé, voilà, ça veut dire qu'il y aura plusieurs surprises plus tard. S'il néglige l'entretien moteur, il néglige tout le reste, les freins, l'amortissement, etc. Donc, tant qu'il y a une chose à faire, ça va. Quand il y en a 10 derrière, ça commence à coûter cher. C'est piqué, effectivement. Si on se retrouve par exemple Jérôme, c'est pas rare. On voit une annonce sur un site, on pense que c'est une voiture et en fait on arrive, c'est pas tout à fait celle qu'on espérait puisqu'en fait c'est une réplique. Quelles sont finalement les techniques pour les repérer? Est-ce qu'il y en a? Alors ça devient compliqué. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une Renault 8, une Renault 8 Gordini. Donc effectivement, c'est une voiture qui aujourd'hui coûte très cher par rapport à la Renault 8 de base. Donc beaucoup ont fait des répliques. Là, à part le numéro de série, et faut commencer à être spécialiste pour identifier le numéro de série, que c'est bien une Renault 8 Gordini. Après, il y a plein d'indications sur les numéros de moteur parce que on peut mettre un moteur d'une autre voiture, d'une autre Renault avec le même équipement, culasse, etc. Mais c'est pas le bon moteur, donc il faut aussi le numéro de moteur, s'assurer que c'est bien un moteur de Renault 8 Gordini. Et après, pour les spécialistes, il y a 2-3 petites choses. Sur une Renault 8 Gordini, par exemple, il y a des renforts de châssis, des renforts de caisse, parce que c'est une voiture qui est destinée à la course. Donc, il y a des renforts à droite à gauche. Donc, il faut savoir où ils sont et s'assurer que c'est bien, que c'est bien que c'est bien la bonne caisse. Mais là, ça devient un peu une affaire de spécialistes. Oui, voilà, c'est ça. Il faut bien se renseigner. Toujours pareil, quand on prend le modèle, il faut bien tout avoir, toutes les cartes en main pour aller rendre visite un modèle. Je vous rappelle qu'on est en direct et que si vous avez des questions à poser à Jérôme Fombelle, il ne faut pas hésiter. Il est là pour vous pendant encore une grosse demi-heure. Jérôme, on était donc sur la partie sous le capot, mais techniquement, globalement, est-ce qu'il y a une notion de vis cachée sur les véhicules de collection et comment ça se passe si on en découvre un typiquement? Alors déjà, s'il a un 4S collection, il n'y a pas de notion de vis cachée. On considère que c'est un véhicule ancien qui a déjà vécu, donc on ne peut pas demander au propriétaire de connaître parfaitement sa voiture, de connaître son kilométrage exact. Voilà, donc s'il a un 4S collection, il n'y a pas de notion de vis cachée. Et même s'il n'a pas cette carte grise-là, on aura quand même du mal, même avec un expert, à faire reconnaître que l'acheteur connaissait l'état de sa voiture et il a volontairement caché les informations essentielles. Donc voilà, sur les voitures anciennes, on considère que c'est des vieilles voitures qui ont beaucoup vécu, qui sont passées entre de nombreuses mains. Et la notion de vis cachée, du coup, faut pas compter trop dessus. Faut bien acheter, tout simplement. Faudrait que vous soyez avec nous sur toutes les ventes. Peut-être ce serait beaucoup plus. Vous faites pas ça, non, à Auto Plus Classique? On peut pas vous. Non, bon, mince. Ouais, c'est peut-être une idée pour la prochaine fois. Jérôme, est-ce que, par exemple, si je vais acheter un véhicule, est-ce que j'ai besoin de faire un contrat de vente justement par rapport à des éventuels défauts que je n'aurais pas décelés au moment de ma venue?
Non, la seule chose, c'est le certificat de vente, comme on fait un certificat de cession, comme on fait à chaque fois pour n'importe quel véhicule, mais il n'y a pas de spécificité dans ce domaine sur les véhicules de collection. Bon, très bien. On continue avec toutes nos questions relatives aux véhicules anciens et ne pas se faire piéger lors de l'achat. Est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'assurer mon véhicule? On va peut-être pas parler d'assurance tout de suite, on va parler plus, tiens, on était sur l'extérieur, on va parler de la conduite dynamique parce que c'est indispensable de faire un essai avant d'acheter une voiture ancienne, enfin même une voiture d'occasion, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est indispensable de la conduire. Une voiture qu'on ne peut pas essayer, même en tant que passager, moi, il est hors de question que je choisisse une voiture, j'achète une voiture que je n'ai pas essayé, en tout cas que je n'ai pas vu rouler, c'est clair. Sauf si on achète une voiture, évidemment, qui a des problèmes et on est au courant. Mais une voiture qui est censée rouler, on doit la voir rouler, on doit être dedans pour la faire rouler. Idéalement, il faut être au volant, puisqu'il y a beaucoup de sensations qu'on va avoir au volant. Par exemple, déjà, tout ce qui va être embrayage, il ne doit pas brouter, il ne doit pas patiner exagérément. Les vitesses, elles doivent passer correctement. Voilà, il y a beaucoup de choses. La direction ne doit pas être trop floue. La voiture doit tenir son cap. Donc, idéalement, il faut utiliser un maximum les rebords de la route, ou en tout cas une route avec des défauts pour voir si la voiture tient le cap, si en freinant, la voiture freine droit, si la pédale ne s'enfonce pas trop, etc. D'ailleurs, ce qui est important, c'est avant de partir pour l'essai, si vous vous mettez au volant de la voiture, c'est déjà dans un premier temps, donc une fois que la voiture est démarrée, déjà d'écouter les bruits au ralenti et surtout d'appréhender les commandes, d'accélérer, freiner, débrayer et passer toute la grille de boîte pour la mémoriser et sentir toutes ces sensations-là, parce que des voitures, une fois qu'on a essayé 10 voitures, vous essayez une Renault 5 demain avec le levier au tableau de bord par exemple, bon, ben, la première, ça déroute. Au bout de la 10e, évidemment, il n'y a pas de souci, mais pour un essai, que l'essai se passe dans de bonnes conditions, il faut au moins avoir appréhendé toutes ces commandes spécifiques. Donc déjà, dans un premier temps, à l'arrêt, il faut déjà commencer par ça. Après, sur la route, donc voilà, donc, embrayage, frein, évidemment, il faut essayer de se concentrer sur toutes ces sensations, de voir si, a priori, tout va bien. Et il faut aussi avoir un petit coup d'œil dans le rétro pour regarder les fumées. Parce que le moteur, lui, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et seuls les fumées ou les bruits de claquement, par exemple, vont donner une information sur son état. Donc voilà, on sait qu'une fumée bleue, ça veut dire qu'il y a un problème d'huile. Donc en gros, la combustion se fait avec de l'huile. Donc ça peut être pas mal de choses sur un moteur. Ça peut être de la segmentation, ce qui implique vraiment la réflexion totale du moteur. Ça peut être une fumée plus blanche, et là, c'est le liquide de refroidissement qui passe dans la combustion. Une fumée noire, c'est plutôt un problème de carburation. Alors, on va voir sur un véhicule carburation-allumage, mais c'est ce qui est de moins grave. Et après, il y a les bruits. Un claquement très fort en accélérant, il ne faut surtout pas prendre la voiture parce que ça veut dire que le moteur vraiment n'est pas en forme. Voilà, il faut vraiment écouter les bruits du moteur et surtout vraiment regarder en rétro les fumées à l'accélération et en décélération. À partir de quel moment, Jérôme, on se dit cette voiture-là, faut pas que je l'achète parce que je peux avoir un surcoût. C'est-à-dire, quel est le détail? Est-ce que, par exemple, un embrayage qui broute, c'est rédhibitoire, on abandonne tout de suite la voiture sur le champ et on dit au monsieur merci beaucoup et à la prochaine? Non, ce qui n'est pas évident, c'est il faut pouvoir, pour un défaut, donner un coup tout de suite. Par exemple, sur cette voiture-là, j'ai une Renault 4, l'embrayage broute, je sais qu'il est à faire, si je dois faire par un professionnel, j'en ai pour, 500 €. Voilà, le prix de la voiture plus 500 €, je reste dans les normes du prix de cette voiture-là. Pas de souci, je peux la prendre. Tout ce qui est mécanique, normalement, il n'y a pas trop de danger puisque c'est faisable par beaucoup de gens, pas beaucoup de mécaniciens, même soi-même. Et puis, les pièces, on arrive à les trouver. C'est plus quand c'est carrosserie ou sellerie où là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a très peu de réparateurs qui vont s'occuper de ça. Mais la mécanique, après, moi, je considère que si j'ai un doute sur la voiture, c'est qu'il n'y a pas de doute, il ne faut pas la prendre. Voilà. S'il y a un doute, moi, je ne prends pas la voiture, tout simplement. Et typiquement, donc, si l'achat se concrétise, tout ce qui est pièces, etc., il vaut mieux, on peut se dire qu'on peut le faire soi-même, il vaut mieux passer par un réparateur agréé, entre guillemets. Enfin, voilà, quelles sont les recommandations? Les pièces, par exemple, typiquement, on les trouve où? Sur les sites des constructeurs ou bien on va farfouiner sur les sites de petites annonces qu'on connaît bien? Alors, c'est un peu tout, mais bon, il y a les constructeurs, certains revendent encore des pièces de voitures anciennes, tout dépend de l'âge du véhicule, mais les Allemands sont assez forts pour ça. Chez BMW, par exemple, vous pouvez retrouver des pièces pour une vieille 2002 ou même une vieille série 3, les premières série 3, c'est possible. Après, il y a des voitures qui sont très connues, et il y a beaucoup de voitures, beaucoup de collectionneurs, et du coup, il y a des sites qui se spécialisent. Vous achetez une 2 chevaux, les pièces, vous avez tout ce que vous voulez, tout existe, tout. Sans exception.
Voilà, des voitures même plus récentes, une MX-5 par exemple, vous avez tout dans plusieurs pays, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, vous achetez une voiture complète presque, à part la coque évidemment, mais vous achetez tout, une BMW, c'est facile aussi. Il y a des voitures, vous avez toutes les pièces partout. Après, il faut se méfier quand même de quelque chose, c'est que beaucoup de refabrications ne sont pas de la qualité du constructeur. Donc des fois, vous allez remplacer une pièce un peu vieillissante par une pièce neuve, mais qui marche beaucoup moins bien que la pièce ancienne. Donc là, c'est pas évident. Il faut faire les bourses, souvent les bourses, les salons, et racheter en fait des stocks d'époque de pièces. Ça, c'est assez prisé des collectionneurs, puisque vous achetez par exemple des caoutchoucs de train avant pour une Renault 4. Les caoutchoucs que vous allez acheter aujourd'hui, même si vous voulez mettre le prix, ils seront de moins bonne qualité sans hésiter par rapport à des pièces qui ont été fabriquées il y a 30 ans par Renault. Alors, il y a Stéphane qui nous pose une petite question et il nous dit, est-ce qu'acheter chez un professionnel donne plus de garantie que chez un particulier? Alors, il donne plus de garantie dans le sens où si vous avez un problème, une voiture qui s'est déréglée ou bon, vous allez lui ramener, il va faire en sorte quand même, normalement, s'il fait bien son travail, de vous régler le problème. Par contre, la voiture n'est pas en meilleur état, en général. C'est parce que c'est un spécialiste qui l'a restauré la voiture. Et le seul truc, c'est que vous allez la payer forcément plus cher. Mais la même voiture, un particulier vous la vend, et si c'est un professionnel, vous allez la payer 10 à 20% de plus tout de suite. C'est sûr. Après, la seule garantie, je vous dis, c'est un petit souci, bon, vous pouvez la ramener, il va vous le régler, etc. Ou éventuellement, si c'est un gros problème, vous proposez de reprendre la voiture. Mais avec un particulier, c'est possible aussi. De toute façon, une voiture ancienne, l'achat, c'est basé sur la confiance. Si on n'a pas confiance, que ce soit un pro ou un particulier, c'est pareil, il ne faut pas prendre la voiture. On n'achète pas. Est-ce qu'il faut forcément se choisir une assurance béton armé pour faire face à toutes les éventualités? Non, alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'assurances spécialisées dans les voitures anciennes. Alors, il y a quelques conditions à respecter, il y a des limites d'âge notamment, il faut avoir un véhicule assuré de façon normale. Ça veut dire que la voiture de collection n'est pas une voiture qu'on utilise tous les jours. Donc, l'assurance, du coup, elle est beaucoup moins chère parce que le risque, en fait, une assurance, en fait, assure un risque. Donc, si le risque est moindre, le prix est moindre, tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'assurances spécialisées là-dessus. Donc, on peut se permettre, du coup, d'avoir du tout risque ou du vol parce que les prix sont quand même vachement plus intéressants. Après, le problème de la réparation et du vol, c'est qu'il y a des voitures qui sont… les voitures anciennes ne sont pas spécialement volées pour la voiture, mais pour les pièces, éventuellement, certains véhicules. Après, pour tout ce qui est réparation, c'est sûr que le tout risque est intéressant parce que certaines pièces peuvent coûter extrêmement cher sur les voitures anciennes, et même si c'est pas une voiture de grande marque. Mais voilà, un pare-choc d'une 205, ça vaut aujourd'hui le prix d'un pare-choc d'une Clio neuve. Donc voilà, il faut pas négliger ces pièces-là parce que c'est des pièces qu'on peut facilement casser lors d'un accident. Alors, il y a Régis qui nous pose une question sur la page Facebook Auto Plus Classique et qui demande si un pro doit aussi garantir légalement 3 mois le véhicule. Est-ce que vous savez ça, Jérôme? Alors, ça, honnêtement, je ne sais pas trop. De toute façon, en général, les garanties 3 mois faites par les pros, la garantie, elle est quand même très minimaliste. Hein. C'est la rupture interne mécanique. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un déréglage le carbus est déréglé, par exemple, ou l'allumage qui est tombé en panne. C'est pas dans la garantie, c'est la garantie pièce mécanique interne moteur. Donc ça reste pas des garanties terribles. Après, encore une fois, voilà, un garage de voiture ancienne, il peut pas se permettre non plus de vous vendre une voiture et qu'un mois après vous avez un souci, parce que souvent c'est des petits garages qui marchent sur leur réputation. Donc voilà, si sa réputation est ternie une fois, ils savent très bien que dans le milieu de la voiture ancienne, le milieu est petit. On se rend compte dans les clubs ou dans les rassemblements le dimanche, voilà, que une mauvaise réputation, ça va assez vite. Donc, en général, ils se permettent pas ça. Donc, au-delà de l'aspect vraiment très légal de la garantie, encore une fois, c'est un feeling avec le pro. Voilà, on se sent à l'aise, on peut y aller. Certains pros, alors c'est plus pour des voitures un peu plus haut de gamme, mais certains vous proposent carrément le rachat de votre voiture si elle vous plaît pas. Au bout de 6 mois, vous en avez marre, vous la ramenez, ils vous la rachètent au prix qu'il vous l'a vendu. Il sait très bien que le prix des voitures anciennes augmente. Donc, si au bout d'un an ou 6 mois, il vous rachète la voiture au prix où vous l'a vendue, il y gagne. Voilà. Mais au moins, on se dit, bon, si je fais une mauvaise affaire, c'est pas grave, je peux lui ramener la voiture, il me la rachète. Si vous parliez de prix, justement, il y a un des pièges peut-être dont ont peur tous les acheteurs, c'est de se faire entourlouper, d'avoir une voiture qu'on paye 3 fois l'estimation
officielle, entre guillemets, via la cote. Auto Plus classique a une cote. Comment on fait une cote? Et finalement, est-ce qu'il faut se baser impérativement là-dessus ou est-ce qu'il y a d'autres petits paramètres à prendre en compte pour trouver le bon prix de son véhicule ancien? Alors, le problème de la cote, nous, on fait une cote, on se base sur les annonces qui paraissent massivement dans les magazines ou sur Internet. On essaie de se baser sur ces prix-là. Les prix changent extrêmement vite. D'un mois à l'autre, une voiture peut prendre 20% ou en perdre autant. C'est assez compliqué. Donc, la cote donne une base. Mais il y a des modèles qui ne peuvent pas être cotés. Moi, j'ai essayé des voitures qui ont été restaurées alors par le propriétaire, mais par exemple, une 4 chevaux où il doit y avoir 40 000 € de réparation pour une voiture qui doit en valoir à 8. Donc, évidemment, cette voiture-là, on ne peut pas la coter. Elle ne vaut pas 8, elle vaut beaucoup plus, mais c'est l'État qui fait que voilà, cette voiture est exceptionnelle. Ou une voiture qui a 205 GTI, je crois qu'il y en a une qui s'est vendue à 43 000 €. Une voiture qui avait 30 000 km, première main. Bon, ça, c'est introuvable. Donc, effectivement, ça ne vaut pas ce prix-là. Mais celle-ci vaut ce prix-là. Donc, les cotes, voilà, ça reste une base générale sur des voitures à peu près en bon état. Après, sur une voiture, ce qu'on appelle état concours, c'est-à-dire vraiment parfaite, ces voitures-là n'ont pas de prix. Ou donc une voiture, je vous dis, pas de kilomètres ou très peu de propriétaires, ça ne se refait pas. Hein. Un historique ne se refait pas, ne se refabrique pas. Donc, c'est pareil, ça n'a pas de prix. Voilà, tout dépend du véhicule. Mais la cote, voilà, c'est vraiment juste une base. Après, il faut se baser sur le marché. Idéalement, il faut aller en voir plusieurs. C'est la première voiture que vous allez voir, même si c'est une super affaire, c'est tentant, mais en fait, vous saurez si vraiment c'est son prix en allant y voir plusieurs voitures. Oui, mais forcément, on en a parlé tout à l'heure, les annonces partent vite. Donc, il faut quand même savoir se décider rapidement. C'est pour ça que des fois, c'est intéressant d'aller voir des voitures qui ne sont pas dans votre budget. Vous avez 5 000 € de budget pour une Renault 5, vous allez en voir une à 2 000, vous allez en voir une à 10 000, et vous voyez si effectivement, déjà, votre budget va vous permettre d'acheter ce que vous voulez, ou ben non, votre budget ne vous permet pas parce que vous voulez une voiture en trop bon état et ça vaut le double, ou à 2000, vraiment, ce qu'on peut trouver, est-ce que c'est vraiment pas cher ou est-ce que c'est vraiment abîmé comme voiture? Enfin, des fois, il faut sortir de son budget pour aller voir des voitures juste pour de l'info. Il y a Seb qui, sur la page Facebook Auto, pose une question à propos des pneus. Alors, je parle sous votre contrôle. Il demande si les pneus de plus de 5 ans sont à changer. Moi, je dirais oui, parce que je crois que c'est la limite de validité, entre guillemets, c'est 10 ans. Il y a une limite de validité au contrôle technique. Maintenant, je ne connais pas beaucoup de contrôleurs qui vont, enfin, sur une voiture ancienne, on va dire, qui vont vous refuser une voiture à cause des pneus. Après, d'un point de vue purement sécuritaire, moi qui fais des tests de pneus pour Auto Plus, clairement, à partir de 4 ans, le pneu a perdu en efficacité. Donc, de toute façon, en fait, le problème, c'est que le caoutchouc continue, en fait, une fois qu'il a été cuit, qu'il a été vendu, en fait, il continue à bouger. C'est-à-dire que sa structure moléculaire interne continue à un tout petit peu bouger. Donc, en fait, son adhérence change au fur et à mesure. Et plus il vieillit, moins il se déforme, moins il est souple et moins il résiste aux écarts de température. Et donc, évidemment, déjà sur l'hiver, il va être vraiment, vraiment dur et l'adhérence sera moins bonne. Et en plus, le pire, c'est sur le mouillé où là, on a vraiment des écarts de distance de freinage qui peuvent être très importantes. Une voiture, même si elle sort très peu, la voiture, il suffit d'une fois 3 mètres de plus et voilà, on s'arrête ou on s'arrête dans la voiture de devant. Donc, au-delà de 5 ans, normalement, on devrait changer les pneus, effectivement, je dirais, on peut aller jusqu'à 6 ans, mais entre 4 et 6 ans, il faudrait changer les pneus de sa voiture, que ce soit une voiture moderne ou une voiture de collection, mais il faudrait les changer. Maintenant, quand vous avez, comme un type H, vous avez 1 200 € de pneus, sans parler du montage, tous les 6 ans, ça fait quand même un sacré budget d'entretien. Donc, c'est vrai qu'on a tendance sur les voitures anciennes à aller un peu plus loin et à les garder plus longtemps. Mais bon, voilà. Idéalement, non, il faudrait les changer plus souvent. Ouais. Jérôme, si on craque par exemple pour une voiture qui n'est pas sur le sol français mais à l'étranger, chez nos voisins allemands, italiens, comment ça se passe? Est-ce que finalement je peux être enquiquiné au passage de la frontière est-ce que les papiers doivent être d'une certaine, comment doivent-ils être traduits? C'est un peu brouillon ce que je raconte, mais voilà, bref, vous avez ça s'est simplifié grâce à la carte grise collection, puisque cette carte grise, en fait, a été créée à la base pour pouvoir immatriculer des véhicules d'avant-guerre dont la carte grise avait été perdue, tout simplement. Donc des véhicules sans carte grise. Aujourd'hui, un véhicule étranger, on n'a plus besoin de passer soit donc à l'ADRIR ou à l'ADREAL pour refaire une immatriculation française. À la quoi? À l'ADRIR ou à l'ADREAL, c'est en fait à l'UTAC, en tout cas à l'homologation. On n'est pas obligé de re-homologuer la voiture.
pour la France, ou demander un certificat de conformité au constructeur, donc un papier qui stipule que le véhicule est bien conforme aux normes françaises. Aujourd'hui, avec la carte grise collection, tout simplement, vous pouvez matriculer un véhicule venant de l'étranger sans passer par cette nouvelle homologation. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'il faut l'avoir acheté directement au propriétaire étranger. Une voiture qui est arrivée en France, qui a été revendue plusieurs fois en France sans que la carte grise ait été faite, là, si vous l'achetez et vous demandez, donc c'est la FFVE, donc la Fédération française des véhicules d'époque qui gère ces cartes grises collection, là, si vous leur demandez une carte grise collection, a priori, ils ne vous la donneront pas. Donc il faut vraiment l'avoir acheté ou au propriétaire, donc étranger, ou à un pro qui fait l'intermédiaire, puisque un pro, lui, se passe du changement de carte grise. Après, suivant le pays, il y a des réglementations spécifiques. Donc évidemment, il y a, si on est hors Union européenne, il y a les taxes, donc les taxes de douane évidemment à payer. Et après, suivant les pays, ben, si vous pouvez revenir par la route ou pas. Pour revenir par la route, certains, il faut acheter donc une assurance ou une carte grise à la journée. Pour d'autres, comme l'Italie, il faut ramener la voiture par plateau, donc pas par la route. Donc voilà, après, c'est à se renseigner suivant le pays de provenance de la voiture. Évidemment, ça peut être spécifique, mais aujourd'hui, grâce à la carte grise collection, ça devient plus facilement faisable. Est-ce qu'on fait des meilleures affaires à l'étranger? Ça dépend du modèle. En fait, vous achetez pas une Citroën en Hollande, elles sont plus chères que chez nous. Voilà, Ils sont fans de la voiture? Ils sont fans de la voiture, et puis après, il y a aussi une question de budget. En fait, dans l'Est de la France, on a aussi beaucoup d'Allemands, de Belges qui viennent acheter les voitures en France parce qu'elles sont moins chères. En général, pour pas mal de voitures, elles sont, en tout cas, même les françaises, elles sont plus chères à l'étranger qu'en France. Donc, ils viennent en France. Après, il y a d'autres voitures qui peuvent être moins chères à l'étranger. Évidemment, tout ce qui est Angleterre, les voitures vont être moins chères. Alors là, il faudra s'affranchir de la conduite à droite, effectivement. Mais bon, voilà, il y a des pays pour lesquels les voitures vont être moins chères, mais ça dépend des modèles. Il y a Arnaud sur la page Facebook d'Autoplus qui nous demande s'il y a des périodes de l'année où on trouvera peut-être des véhicules à des prix plus attractifs que d'autres. Est-ce qu'on fait des meilleures affaires en hiver, par exemple, qu'en été? Clairement, l'hiver est la période pour acheter. Alors, il y a moins de voitures en annonce, en général, forcément, puisque les voitures déjà sortent pas trop. On les a un peu oubliées dans le garage pour tout l'hiver. Mais c'est sûr que c'est la meilleure période pour acheter. C'est ne serait-ce que pendant les vacances de Noël, parce que les gens ont autre chose à faire que se déplacer pour aller voir les voitures. Donc, du coup, le vendeur, il a peu d'appels. Déjà, on peut un peu plus négocier. Mais oui, l'hiver est clairement une meilleure période pour acheter un véhicule. Après, l'été, on va pas acheter un cabriolet en plein été. À la fin de l'été, mais pas avant l'été, évidemment. Non, les prix enflent. Une petite question par rapport justement à cette temporalité. Je viens de perdre ma question, c'est pas grave. Je vais la retrouver. Ça m'arrive souvent, vous inquiétez pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir. Sans transition, puisque pour le moment, moi, je n'ai plus de questions par rapport à notre sujet, mais je voulais savoir sur quoi vous aviez appris à conduire, Jérôme. Moi, ma première voiture, c'était une Sirocco. Une Sirocco de 82. Donc aujourd'hui, c'est une voiture ancienne. À l'époque, c'était une vieille voiture d'occasion, toute cabossée, dont personne ne voulait, évidemment. Évidemment. Et le garage d'aujourd'hui, je crois savoir qu'il compte beaucoup de voitures. Oui, il en compte un peu parce qu'en fait, on commence petit, puis finalement, on achète celle-là, puis elle nous plaît, donc on la garde. Et puis, on a un gros problème, nous, essayeurs de voitures, c'est qu'on va tout le temps essayer des voitures qui nous plaisent. Donc, chaque fois que je reviens d'un essai, je me dis, tiens, ce serait vachement bien d'acheter ça comme voiture. Après, le problème, c'est le stockage. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai une 205 GTI, parce que c'est la première belle voiture que je me suis achetée quand j'étais jeune, quoi. Donc, j'en ai un peu toujours eu, et puis j'en ai encore une aujourd'hui. J'ai le Mazda MX-5. Alors ça, c'est drôle parce que j'avais acheté la voiture pour la garder un été. Ça fait 15 ans que je l'ai, en fait. Voilà. Tout simplement parce que c'est pas que je suis très attaché à mes voitures, mais celle-ci, je l'ai depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage de la vendre. Voilà. La 205, je la vendrai pas parce que moi, j'ai toujours été habitué à acheter des 205 entre 5 000 francs et 2 000 euros. Donc aujourd'hui, ça vaut au moins 20 000 euros. Je ne mettrai pas ce prix-là dans une 205 parce que j'étais habitué à les acheter pas cher. Donc, du coup, je la garde. Après, j'ai une BMW 2002, une série 5 de course que j'ai eu la chance de pouvoir acheter pas cher parce que c'est une vraie voiture de course d'époque, ex-garage du bac, qui a été conduite par Jean-Pierre Malcher. Voilà, et du coup, qu'on a restauré avec nos copains. Avec les copains, on a restauré la voiture, on l'a fait rouler de temps en temps. J'ai une 4L, pareil, que j'avais acheté, que tu connais. Évidemment. Bien sûr, avec qui on a fait
Un magnifique road trip de Uriage à, je sais plus où, Saint-Tropez, je crois. C'était très drôle. Donc voilà, acheté pour quasiment un road trip en me disant, bon, on la revendra après, et ça fait, je sais plus, 6 ans ou 7 ans, parce que c'est des voitures qui sont bonnes à tout faire, et voilà, donc on les achète et on a du mal à les revendre. J'ai une 404, mais là, il y a du taf. Depuis quelques temps, mais il y a un petit peu de boulot, faut que je la ramène à la maison avant de travailler dessus. Après, c'est pareil, moi, voilà, je suis mécanicien de métier, de course automobile, mais je suis mécanicien de métier, donc la mécanique, c'est mon truc, je connais, donc c'est vrai qu'on va vite acheter une voiture pas chère, à retaper, et en fait, on la retape jamais, ou petit à petit, on la garde 10 ans, et voilà, donc du coup, j'ai un peu de voiture, et puis on a quelques mobilettes aussi. Les mobilettes qui sont arrivées très récemment dans les pages d'Autoplus Classique, d'ailleurs. Qui sont arrivés, je crois, ça doit faire 2 ans, je crois ça fait depuis le début, on voulait mettre du 2 roues, notamment la mobilette, parce que en général, la voiture ancienne, c'est notre souvenir. En fait, on aime la voiture qu'on a connue, ou que nos parents ont eu, ou notre première voiture, ou que le voisin avait, enfin, voilà, c'est dans le souvenir. Et la mobilette fait partie de nos souvenirs, parce que beaucoup, on a commencé avant la voiture, on a commencé en mobilette, en Solex, voilà, en 2 roues. Et donc, ça fait longtemps qu'on voulait faire ça avec Pierre-Louis. Et puis, il y a 2 ans, je crois, on a commencé à faire cette rubrique qui marche plutôt bien. C'est voilà, quelque chose que les gens aiment bien. Et puis, c'est un avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que les voitures. C'est encore beaucoup plus simple à réparer. Et surtout, ça prend beaucoup moins de place. Hein. Donc, pour l'espace d'une voiture, on peut mettre au moins 5 mobilettes. Donc, voilà, c'est le côté au moins simple. 5. Votre femme doit être ravie, je suppose. Oui, il y en a partout. Ma question que j'avais oubliée m'est revenue. Si on voit une petite annonce avec une mention à débattre, est-ce qu'on s'en méfie ou est-ce que c'est juste parce que le vendeur a besoin de s'en débarrasser rapidement? Non. Pour moi, chaque objet, chaque voiture qu'on va acheter est à débattre. C'est-à-dire que, évidemment, on débat pas par téléphone. Par contre, ça, moi, c'est une règle que je n'aime pas. Alors, on ne débat pas d'un prix par téléphone. C'est sûr, quand on habite loin, c'est compliqué, mais voilà, devant le véhicule, on juge de l'état du véhicule et là, on débat du prix. Pour moi, ça fait partie de la vente, ça fait partie du jeu aussi. C'est aussi ça le côté sympa d'acheter une voiture. Pour moi, la voiture ancienne, j'aime bien l'utiliser, mais il y a 2 côtés sympas. C'est quand on l'achète parce qu'on a acheté un nouveau jouet, et c'est quand on la vend parce que quand on la vend, on sait qu'on va acheter autre chose derrière. Voilà. Mais donc, ça fait partie du jeu. Moi, acheter la voiture, débattre du prix, voilà, c'est aussi ça qu'on aime, c'est essayer d'avoir le meilleur prix. Donc, pour moi, tout est à débattre. Donc, je m'en méfierai pas. J'aime moins, c'est quand on me dit prix fixe. Parce qu'un prix fixe, je veux bien, mais bon, voilà, sur place, peut-être qu'on peut négocier. Enfin voilà, moi, ça fait partie du jeu pour moi, la négociation. Il y a James sur la page Facebook Autoplus qui nous demande comment immatriculer une Porsche en Allemagne, mais qui n'a pas d'homologation européenne. Ça se complique. C'est une voiture allemande, j'imagine. Ça doit être une voiture allemande avec laquelle il doit chercher à obtenir des papiers. Alors là, donc, faut passer par une nouvelle homologation, donc à l'UTAC, à Montlhéry. Donc là, c'est une demande. Ils vont reprendre la voiture, ils vont faire des tests ils vont regarder si les vitres, par exemple, sont conformes à l'homologation française. Voilà, donc il faut en gros repasser par une homologation du véhicule. C'est un peu le parcours du combattant, mais il y en a qui le font comme un véhicule qui vient des États-Unis, un véhicule qui n'a jamais été homologué en France et qui vient des États-Unis, il est obligé de passer par une nouvelle homologation par l'UTAC. Une petite question de Annette qui nous demande le rétrofit, vous trouvez ça bien ou est-ce que c'est juste une aberration pour vous? Alors, moi, honnêtement, je suis pas un fou de l'origine. C'est-à-dire que moi, j'aime qu'une voiture ressemble à l'origine. Après, moi, j'aime utiliser mes voitures. Donc, vous allez vous faire des ennemis, là, à dire ça. C'est vrai. Mais en fait, c'est marrant, mais on voit les propriétaires au fur et à mesure, ils sont de moins en moins fous de l'origine. C'est pas qu'ils sont pas fous de l'origine, c'est que on veut une voiture d'origine, mais une 2 chevaux, par exemple, si vous la mettez d'origine, vous avez la même que le voisin. Tellement il y en a aujourd'hui. Donc, même aujourd'hui, à l'époque, quand on a commencé Autoplus, classique, des propriétaires qui ne juraient que par l'origine de la teinte, de la jante, etc., on les a revus après, puis finalement, ils ont changé la couleur parce que c'est pas d'origine, certes, mais ils en avaient marre d'avoir la même voiture que leur voisin. Donc voilà, moi, le rétrofit, je suis pas contre parce que moi, l'idée, c'est d'utiliser ma voiture. Et puis, c'est un plaisir personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai une voiture, j'ai envie de mettre un moteur électrique parce que je suis hyper écolo et j'ai pas envie, d'émettre du CO2. Aucun problème. Enfin, moi, j'ai pas trop de soucis avec ça. Moi, mes voitures, je les modifie pour qu'elles soient roulables, c'est-à-dire pour que le refroidissement soit amélioré. Si c'est une voiture qui a un défaut majeur de refroidissement, je vais l'améliorer. Parce que le but, c'est pas qu'elle reste dans mon garage, c'est que je roule avec. Donc voilà, le rétrofit, je suis pas pour à 100%, évidemment, mais
c'est pas quelque chose qui me dérange parce que d'une, c'est marginal pour l'instant. Et puis, ça dépend sur quel véhicule. Un véhicule vraiment unique, évidemment, je préfère qu'il reste dans son état d'origine. Une voiture comme une Mini, par exemple, où il y en a énormément de toutes les sortes, qu'on en prenne une pour mettre un moteur électrique, bon, voilà, ça me pose pas. Ça vous fait ni chaud ni froid, ouais. Non. Tant qu'on touche pas à la Jaguar Type E, votre voiture préférée. Ouais, ça c'est la voiture, voilà, si on avait les moyens. Pourtant, Jaguar en lance des versions rétrofitées. Ils en ont lancé une il n'y a pas très très longtemps, comme quoi même les constructeurs s'y mettent. Hein. Alors après, sur le rétrofit, en tout cas rétrofit électrique, moi je trouve que ça a du sens sur une citadine, une Fiat 500, une Vespa 400, une Mini. Déjà, c'est des voitures qui, en passant à l'électrique, vous allez même gagner de l'agrément. Vous n'allez pas en perdre, vous allez en gagner. Après, une Jaguar Type E, vous allez perdre de l'agrément et surtout on perd le bruit. Et dans une voiture ancienne, il y a plein de choses. Il y a évidemment les sensations, mais il y a les odeurs et il y a le bruit. Et si vous enlevez ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc voilà, sur une Mini, ça ne me dérange pas. Sur une Porsche 911, bon, j'aurai un peu plus de mal. Et puis Coq a raison, il dit de toute façon, le rétrofit, ça coûte encore très cher. Et effectivement, tant qu'il n'y aura pas d'aide. Voilà, alors ça coûte très cher pour l'instant. Déjà, on a le droit de le faire. Il n'y a pas si longtemps, on n'avait même pas le droit d'homologuer la voiture. Aujourd'hui, on peut l'homologuer, ce qui est déjà une étape. Moi, je suis pour le rétrofit, plus pour les véhicules d'occasion, plus que pour la voiture ancienne, évidemment. Notre ami James est revenu vers nous et donc il nous parle de sa voiture qui en fait est en provenance de Dubaï, mais il nous demande quel est le coût d'une réhomologation en passant par l'UTAC. Est-ce qu'il y a un tarif spécifique ou c'est un peu à la tête de la voiture? Alors ça dépend en fait de ce qu'il y a à réhomologuer sur le véhicule. On va demander un certificat de conformité au constructeur qui ne sera pas complet en fait. Et on va vous dire ça oui, ça non. Et donc suivant le nombre de choses à réhomologuer sur le véhicule et surtout suivant le coût des pièces à remplacer. Des fois il y a des voitures, il faut remplacer tous les vitrages. Ah oui. Tout le vitrage, ouais. Donc pare-brise, vitre arrière parce que c'est pas de la norme ou un rétroviseur, c'est pas la bonne norme, des phares. Voilà, et sur une Porsche 911 par exemple, un feu arrière, si c'est une 911 classique, donc période G, avant 74, ça commence à coûter un peu d'argent. Si on a des feux, voilà. Donc tout dépend, c'est compliqué de donner un tarif parce que tout dépend effectivement de ce qu'il y a à faire sur la voiture, de sa conformité là et de ce qu'il y a à faire pour la rendre conforme pour la France. Après, en plus de ça, c'est vraiment plusieurs allers-retours à Montlhéry. Hein. Ce sera pas en une fois que ça va se régler ça. Ah, c'est pas des rapides. C'est pas ça, c'est que voilà, souvent on vous demande un truc, vous le faites, et puis finalement il y a autre chose. Voilà, c'est pas si simple. Alors après, il y a des professionnels qui se chargent de ça. Il y a des pros dont leur boulot, ils vous prennent votre voiture, ils les connaissent déjà, ils ont déjà leurs entrées à l'UTAC, donc ils ont des rendez-vous assez facilement, et puis ils y vont très régulièrement. Et puis ils savent, voilà, moi à mon avis dans ce cas-là, je passe par un pro. Moi, si je devais le faire, voilà, une voiture un peu compliquée, jamais homologuée en France, je passe par un professionnel pour qu'il me l'homologue en France. Une petite question de Roger, alors qui est plus sur Auto Plus classique que sur l'achat d'une ancienne, mais il nous demande est-ce que vous essayez pour vos articles des véhicules partout en France ou est-ce que vous restez en région limitrophe de Paris? Alors, évidemment, pour des questions de budget, de coût, on essaye au maximum de pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Alors, même si c'est une journée qui commence à 5 heures du matin et qui finit à 22 heures, voilà, ça reste une journée. Mais donc voilà, en général, on se déplace au maximum à 200-300 km de Paris. Malgré tout, c'est arrivé qu'on se déplace loin, qu'on parte plusieurs jours, 3 jours pour essayer. Dans ce cas-là, plusieurs voitures. Évidemment, on ne se déplace pas dans le sud de la France pour un véhicule parce que pour une question de coût. Maintenant, voilà, s'il y a 2-3 véhicules, ce qu'on a déjà fait, là, dans ce cas-là, on se déplace, on fait le déplacement, il n'y a pas de problème. Alors, on va encore un peu bifurquer. Cette fois, c'est notre ami Stéphane Martin, que vous connaissez bien, qui pose une question et qui dit est-ce qu'il y a des choses à faire pour rouler avec son véhicule ancien en cette période de beau temps où tout le monde va commencer à ressortir puisque c'est la fin du confinement. Donc, effectivement, on voit de plus en plus de voitures de collection sur la route. Est-ce qu'il y a une petite checklist type à faire avant de prendre le volant de sa voiture? Alors, effectivement, il y a une checklist dans laquelle il y aura justement un article dans le prochain Auto Plus classique qui sort début du mois de juin. Mais bon, non, mais de manière générale, évidemment, là, quand on sort sa voiture, elle n'a pas roulé depuis 5-6 mois. Bon, après, c'est les basiques, évidemment, les niveaux, la pression des pneus, voilà, ces choses-là, ça c'est le minimum. Après, il faut évidemment soigner le liquide de refroidissement. Si ça fait longtemps qu'il n'a pas été vidangé, voilà, on le vidange, on le rince.
parce que souvent il est sale, ça fait de la boue et puis ça colmate en fait le radiateur. Donc voilà, il faut s'assurer que le liquide de refroidissement est en bon état et en tout cas bien propre. Il y a plein de choses sur le refroidissement, s'assurer que les ventilateurs fonctionnent, donc il faut laisser tourner la voiture au ralenti pour voir si tout fonctionne. Si le radiateur est chaud, on passe la main sur le radiateur et on regarde s'il est chaud partout, voir s'il n'est pas bouché à un endroit, si le ventilateur s'enclenche. Donc c'est principalement ça qu'il faut bien gérer évidemment l'été. Après il y a d'autres choses. Il y a un problème très connu sur les anciennes, ce qu'on appelle le vapor lock. Le vapor lock en fait c'est une bulle en fait de gaz de carburant en fait à cause de la chaleur qui vient bloquer le carburant tout simplement. Donc la véhicule tombe en panne et ne peut plus démarrer. Donc ça c'est pareil avant l'été. Il y a normalement sur les voitures anciennes on bascule l'entrée d'air. Souvent l'été on la met sur la calandre, l'hiver elle est sur l'échappement pour réchauffer les gaz d'admission. Donc voilà, ça faut bien penser à la mettre sur la position été, donc en général vers la calandre, plutôt que sur l'échappement, comme l'hiver. Après, il y a tout ce qui est circuit d'alimentation en carburant, s'assurer que les durites passent le plus loin possible des parties chaudes du moteur, éventuellement de ménager une arrivée d'air avec une durite pour les refroidir. Ça, le plus souvent, l'été, rouler avec le plein, parce qu'en fait, il y a toujours des retours de carburant qui se font dans le réservoir. Le carburant non utilisé par le moteur retourne au réservoir. Et donc, ce carburant-là, en fait, en faisant son trajet et en passant près du moteur, se réchauffe. Et plus le niveau du carburant est bas, plus le carburant dans le réservoir est chaud et favorise donc le vapor lock. Donc, avec un réservoir plein, on limite ce phénomène. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais voilà, c'est principalement la chaleur qui pose problème. Et après, faut faire attention aussi quand vous stationnez un véhicule en plein soleil l'été, c'est évidemment tout ce qui est habitacle, donc planche de bord qui va comment se décolorer ou se fissurer. Donc, il faut bien s'assurer d'avoir un pare-soleil ou des demi-bâches qui sont faites pour le givre, qui en fait ne couvrent que les surfaces vitrées. Donc, au moins mettre ça, ventiler en ouvrant les vitres, voilà, des choses comme ça. Et faire attention à la batterie. C'est-à-dire que la batterie, même sur un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf, en fait, la batterie, c'est l'hiver qu'elle nous pose des problèmes. Et en fait, c'est l'été qu'elle se détériore le plus. Donc, voilà, la batterie, il faut vraiment s'assurer vaut mieux la charger, l'enlever de la voiture ou la laisser sur la voiture, mais mettre un chargeur. On la laisse charger pendant quelques jours, 3-4 jours, histoire de la remettre en forme pour passer l'été sans problème. Allez, deux dernières petites questions pour finir, puisqu'on a atteint presque l'heure de direct. La première, Jérôme, c'est est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il va y avoir au sommaire du prochain numéro qui sort le 4 juin, s'il vous plaît. Alors, il y aura déjà, on a deux dossiers. On a un dossier sur quelle voiture acheter quelle première voiture ancienne acheter. Donc, on a sélectionné 7 modèles de voitures qui sont à la fois pas trop chères, pour lesquelles on va trouver facilement de la pièce, parce que quand on roule en ancienne, on veut pouvoir se dire que si on casse quelque chose, on va pouvoir le changer. Donc c'était pour nous important. Des voitures aussi faciles à entretenir, voilà, pas trop compliquées à acheter. Donc on a 7 modèles qu'on a sélectionnés comme ça, qui sont de notre avis à nous, idéal pour un premier achat en ancienne. On a ensuite, on fait 50 ans de 4 véhicules. Et oui, 70, il y avait la SM, Citroën SM, Citroën GS, et on avait aussi la Renault Rodeo, l'équivalent de la Méhari chez Renault, un peu oublié, et l'Autobianchi A112, qui était une petite voiture un peu concurrente de la Mini, plutôt sympa. Et après, en essai prestige, là, on parle pas de prix, on a une vieille Chrysler New Yorker Town & Country, c'est un espèce de cabriolet à moitié en bois de 47. D'accord. Une vieille voiture avec un 8 cylindres en ligne, un truc plutôt sympa, mais complètement improbable, en tout cas sur les routes françaises. Après, il faut que je me souvienne sur les autres voitures, mais on a une Autobianchi Denrock, qui est en fait une petite Fiat 500 cabriolet. Et puis un super essai, une super semaine en mobilette, c'est bien ça? Oui, on a décidé de faire la traversée de Paris, donc organisée par Vincennes en Ancienne. On a fait l'hivernal. Donc début janvier, on a traversé Paris avec d'autres voitures anciennes, mais nous, tous les deux, Pierre-Louis en mobilette, avec notre estafette qui nous suivait en voiture de secours. Mais donc ça s'est pas passé au top, quoi. On a eu quelques soucis, même pas mal de soucis on était assez mal préparés en fait. Bon, on lira ça dans le prochain numéro d'Auto Plus Classique. Juste une dernière question, si on veut investir dans une ancienne, en ce moment, c'est quoi les trucs sur lesquels il faut miser? Alors, en fait, c'est hyper compliqué. Mais en fait, il faut acheter, malheureusement, une voiture qui n'intéresse personne et qui est très récente. Mais oui, c'est-à-dire que si on veut être sûr de pouvoir faire un peu d'argent sur un véhicule ancien, il faut acheter un véhicule qui aujourd'hui ne vaut rien, en tout cas qui est au plus bas de sa cote. Et c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, vous prenez une 406 coupé, qui est une voiture d'occasion. Ça, aujourd'hui, ça vaut
pas cher. Enfin, quand je dis pas cher, en bon état, ça va entre 2 et 4 000 euros en très bon état. Et aujourd'hui, voilà, ça vaut pas cher. Et demain, il faut être visionnaire. Il faut se dire que demain, cette voiture-là vaudra de l'argent. Donc, c'est ça qui est pas évident sur la voiture ancienne. Quand on veut spéculer sur un véhicule comme ça, il faut savoir acheter au plus bas et stocker quelques années quand même, quoi. Pouvoir garder quelques années. Donc, voilà, vous prenez une 410 coupé, 206 cc, une Renault Twingo. Renault Twingo, c'est une voiture. De première génération? Ouais, première génération. Nous, on croit que ça va monter. Déjà, c'est une voiture hyper intelligente. Elle est assez moderne. Il y a plein d'astuces, des couleurs sympas. Franchement, à rouler aujourd'hui, en plus, c'est plutôt marrant. Ça, on pense qu'aujourd'hui, ça vaut pas très cher, mais on pense que ça va monter. Donc, ce genre de voiture-là, c'est sûr que des voitures. Alors après, il y a des voitures anciennes qui sont moins recherchées, comme une Renault 6, par exemple. Une Renault 6 aujourd'hui, alors ça commence à monter, mais en fait, la 4L est connue, donc la 4L, les prix montent. Et du coup, la Renault 6, elle est délaissée, donc les gens vont se retrouver sur les R6 qui va remonter dans la foulée. Comme par exemple sur la 2 chevaux. La 2 chevaux aujourd'hui a atteint des sommes quand même assez folles, quoi, c'est comme des vieilles voitures avec lesquelles on peut pas faire grand chose non plus. Vous avez la Diane aujourd'hui qui est pareil, les prix montent parce que les 2 chevaux sont tellement chers que les gens qui voulaient une 2 chevaux ont plus les moyens, se rabattent sur une Diane. Et la Diane, qui est une super voiture, les prix commencent à monter. Donc des fois, il y a ces véhicules-là qui sont un petit peu dans l'ombre, voilà, d'une star, qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, la R6, la Diane, ça peut être sympa aussi. Et Roger qui nous dit une Velsatis V6, ça deviendra un collector. J'ai plus de mal à y croire, mais effectivement, c'est une voiture. En fait, tout ce qui est un peu atypique, de toute façon, peut le devenir. Et principalement des populaires françaises. La Twingo, c'est le parfait exemple. Populaire française, en tout cas, voilà, une voiture que tout le monde a eue. Et encore une fois, dans 20, 30 ans, plein de gens se souviendront de cette voiture-là et ils l'auront eue ou leurs parents l'auront eue. Et c'est là-dessus, c'est ça qu'on va vouloir acheter. Une Velsatis, c'est une voiture très sympa. Aujourd'hui, c'est une très bonne voiture, hein, qui vaut pas très cher d'ailleurs. Mais c'est vrai que premièrement, bon, voilà, tout le monde n'a pas eu de Velsatis. Donc en fait, encore une fois, la voiture ancienne, c'est le souvenir qu'on en a. Et on veut racheter la voiture de nos parents, notre voiture de jeunesse. La Velsatis, ce sera pas forcément évident. Après, moi, ce qui me fait peur, j'étais ingénieur chez Renault à l'époque de la sortie de Velsatis, donc c'est une auto que je connais bien l'architecture électronique sur cette voiture-là, et elle fonctionne aujourd'hui. Est-ce qu'on saura la faire fonctionner dans 20 ans? Je parierai pas là-dessus. Je déroge juste à ma règle parce qu'en fait, il y a 2 questions qui se sont succédées à propos des boîtes automatiques. Est-ce qu'il faut s'en méfier sur le marché de l'automobile ancienne, Jérôme, ou est-ce que pas du tout? Alors, pas du tout, sauf cas exceptionnel. On a un exemple d'une Renault 5. La boîte automatique sur l'R5 est effroyable, tout simplement, pas fiable, voilà. Donc, mais sinon, non, c'est des boîtes entièrement hydrauliques. Il n'y a pas d'électronique du tout dedans. C'est des boîtes qui sont pas très sollicitées. Donc non, au contraire. Moi, je trouve que la boîte automatique sur une ancienne en plus, ça se prête très bien à l'utilisation d'une ancienne. Une voiture ancienne, on roule plutôt cool, le coude à la portière, voilà, plutôt en balade. Et la boîte auto est géniale pour ça. Et sur les voitures anciennes, les boîtes auto sont plutôt fiables, il n'y a pas de souci. Merci Jérôme. Il y a plein de questions qui arrivent encore, mais malheureusement, on arrive au terme de ce live. On en refera d'autres, c'est promis. On s'est dit avec Jérôme qu'on ferait d'autres thématiques. Donc c'est promis, Jérôme reviendra pour vous parler d'automobile ancienne. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous pendant cette heure. On se retrouve très bientôt sur les pages Facebook Auto Plus Classique, bien sûr, pour vous parler d'automobile. Et je vous dis bien sûr à très bientôt, mercredi prochain, avec notre ami Pierre-Louis Champeau. Salut! Salut!